de vous avoir avec nous aujourd'hui, à la veille de ce week-end, de supporter un peu que nous puissions échanger, discuter un peu de toutes ces questions. Alors moi je vais essayer de reformuler un tout petit peu mon sous-thème, parce que nous avions échangé avec Pichou. Et donc je lui ai dit, je vais prendre à rebours le thème général. Parce que le thème général me donnait le sentiment qu'on recherchait un ordre providentiel. On recherchait un ordre providentiel. On a beaucoup eu des hommes providentiels en Afrique depuis les indépendances avec d'énormes déceptions. D'énormes déceptions. Même si je pense que dans certains moments de l'histoire, il y a des hommes assez importants qui émergent. Si on pense à des personnes comme Lumumba, Nelson Mandela, des gens qui ont émergé et qui ont laissé vraiment des traces assez importantes. Mais quand un pays se stabilise, quand un pays doit se normaliser à un moment donné, quand un pays doit vivre comme nous, à une époque des complexités, par exemple, à la fois techniques, mais aussi de la gestion de la chose politique, des hommes providentiels, comme j'ai cité le nom Mandela, ça c'est le génie de Mandela, c'est de dire qu'il y avait un moment où je devais partir, parce que les problèmes devenaient beaucoup plus complexes, beaucoup plus techniques, et Thabo Mbeki a joué un rôle, à mon humble avis, très très crucial, parce qu'il a lui essayé de mettre dans l'agenda de l'homme sud-africain la priorité économique. La priorité économique, le développement économique et la possibilité de pouvoir stabiliser l'économie et de répartition. Ils ont démarré, et je crois que l'actuel président est aussi dans la même lignée, même si on n'a pas encore atteint l'objectif. Mais au moins l'agenda économique que Mandela n'avait pas l'expertise dans ce domaine-là, n'avait pas cette connaissance, ces années au pouvoir, plutôt en prison. C'est plutôt un homme politique, philosophie politique, un homme qui pouvait stabiliser le pays, qui pouvait en quelque sorte encadrer la population, mais il fallait laisser probablement la place à un moment donné à la fois des gens techniques, politiques et techniques, parce que les questions étaient devenues techniques et complexes. Donc, le sous-thème que je vais exploiter, c'est plutôt, c'est à mon humble avis, une fois de plus, c'est aussi mon ambition, c'est quel est l'état de recherche scientifique aujourd'hui, de savoir, notamment dans les sciences sociales, donc en particulier les sciences économiques, relations internationales, ou dans la sociologie internationale aujourd'hui, quel est l'état de recherche? Parce que cet état de recherche permet de comprendre et même de situer notre continent et de situer également les rapports de notre continent à partir du moment où tout ça est plus compréhensible. C'est alors qu'on peut dire quel est l'homme qui pourrait incarner l'évolution de nos pays dans un contexte donné. Je ne sais pas si vous voyez un peu bon. Donc je ne parle pas de l'homme, mais je parle plutôt de l'idée quelle pouvait être la compréhension de ce que... Ah, nous avons une deuxième femme, quel bonheur. Bienvenue. Bienvenue. Quel bonheur. Donc, quel pourrait être l'état actuel des rapports entre les États, mais aussi de nos États africains, parce que vous n'allez pas me contredire que nous sommes devenus un tout petit village sur le monde. Ce qui se passe à l'international a des effets sur le plan national. Et sur le plan national, ce qui s'est construit a des effets dans la sous-région et au-delà. Alors, quels peuvent être alors les éléments qu'on peut connaître? Et c'est alors que je peux dire, voilà, un homme peut-être politique actuel, un homme d'État pourra incarner peut-être telle direction, pourra peut-être conduire les choses dans telle ou telle direction. Voilà, c'est un tout petit peu ça. Et moi, je vous dirai aussi mon avis par rapport à l'état de recherche. Qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui par bien gouverner? Qu'est-ce qu'on entend
Et là, j'espère que je n'empiéterai pas sur ce que dira Félix tout à l'heure, parce que Félix aborde la globalisation, mais aussi de la bonne gouvernance sans pour autant. Alors, déjà l'état de recherche. Disons un mot sur l'état de la recherche. Qu'est-ce qu'on considère aujourd'hui au XXIe siècle l'état des connaissances scientifiques? Alors, je prends ici le cas des philosophes, le point de vue des philosophes Ferry que je partage, Luc Ferry, donc le philosophe français, un livre qu'il a publié en 2013. Voilà ce qu'il dit par rapport à l'état de savoir. Donc il dit, la philosophie, comme l'art, est de nos jours plus éclatée et plus diverse que jamais. Et cette remarque est vraie dans tous les pays. Jamais sans doute, la pensée n'avait été autant partagée en courants aussi différents. Alors, du temps d'Emmanuel Kant, par exemple, le philosophe allemand, ou de Hegel, aussi, philosophe allemand, donc on est au XVIIIe siècle, on s'est situé par rapport à 3 ou 4 philosophies dominantes. Donc c'est encore acceptable pour l'esprit humain si on peut se situer par rapport à 1 ou 2 courants. Mais il ajoute, rien n'est tel aujourd'hui. Non seulement les courants sont bien plus nombreux, les courants donc de pensée, parce que la recherche aussi a fait des bons, mais des individualités ont émergé qu'il serait difficile de rattacher à une école. Donc, nous ne pouvons plus dire comme probablement dans les années 60, lorsque nos aînés ont pris le pouvoir, ils avaient, allez, bon an, mal an, 2 grands courants importants dans le monde. Vous avez, soit d'un côté, le marxisme-léninisme d'un côté, et le capitalisme de l'autre. Il y avait la recherche d'une 3e voie, mais qui n'a jamais abouti. Mais vous en avez 2, donc c'est plus facile, soit tu es dans l'un, soit dans l'autre. Mais aujourd'hui, les courants même, à l'intérieur de ces grands courants, de ces grands modèles, il y a l'éclatement des idées. Parce que je considère, évidemment, ça ne vous étonnerait pas pour un professeur, c'est que comment voulez-vous qu'un dirigeant puisse décider lucidement si il n'a pas au préalable des connaissances ou des savoirs sur la réalité de sa décision? Comprendre sa situation pour prendre la décision. Donc il faut que quelqu'un au préalable ou une recherche puisse lui fournir des éléments qui lui permettent de décider. Mais vous le savez, dans le contexte africain, généralement, nous accédons au pouvoir sans préparation. Donc on n'est pas préparé. Et donc, j'imagine, si je prends les cas que je connais, des gens comme Joseph Kabila qui n'avait pas de préparation, et comme lui-même l'a dit, le pouvoir lui est tombé sur la tête. Et donc, qu'est-ce qu'il peut proposer à des millions d'individus qui sont sur le territoire? C'est tout à fait normal qu'il change son discours au gré des situations, sans une cohérence, sans une vision d'avenir. Alors, je ne l'excuse pas, je ne veux pas blâmer cet homme, mais c'est un fait. Mobutu, c'était la quand il est arrivé au pouvoir. Donc, le temps de rechercher la cohérence, entre-temps, il y a des millions d'hommes et de femmes qui ont subi déjà certaines décisions, par exemple. Donc, il faut au préalable. Or, cette connaissance est terriblement éclatée. Un chercheur aujourd'hui, ou même un intellectuel qui prend une position, il prend une position en fonction, est-ce que de lui-même, ou en fonction d'un courant ou d'une école, et cette école elle-même, elle est totalement éclatée, et certaines écoles de pensée sont en crise. Hein, si je pense aujourd'hui au marxisme, c'est en crise. Et il faut encore reformuler le marxisme. Hein, certains parlent de néo-marxisme. Hein, donc bien le marxisme hétérodoxe par exemple. Donc on ajoute encore énormément de choses autour. Alors quelle est la cohérence alors qu'à l'époque de Marx, de Karl Marx lui-même, tout était cohérent, tout était clair, tout était limpide en quelque sorte. Vous voyez un tout petit peu dans quel état nous nous trouvons. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point que j'aimerais essayer de mettre à votre connaissance, ça concerne les relations internationales.
au milieu des années 50, donc au siècle passé, le phénomène le plus important que tous les spécialistes des relations internationales ont noté dans l'évolution de nos sociétés, c'est évidemment le concept que nous appelons la mondialisation, hein, la globalisation en anglais. C'est le phénomène le plus important. Alors, comment on considère ces phénomènes? Ces phénomènes, c'est simplement que les relations internationales sont devenues véritablement mondiales à ce moment-là, dans les années 50-60, parce que plusieurs pays accèdent à l'indépendance, et donc la décision des Nations Unies n'est plus la décision qui dépendait de quelques pays comme avant. Hein, aux conférences de Berlin, quelques pays ont partagé l'Afrique. Aujourd'hui, c'est aux Nations Unies avec un vote, même si on sait que certains grands ont une puissance plus forte, mais au moins, on accepte ou on n'accepte pas. Hein. Est-ce que Bush doit aller en Irak? Il y en a certains qui acceptent, d'autres n'acceptent pas. Okay? Mais au moins, ce n'est plus une catégorie, une minorité. Mais dans les années 50-60, donc, tout le monde, on peut dire que les relations internationales sont devenues mondiales, englobant tous les pays de la planète et la plupart des activités humaines. C'est un phénomène nouveau. C'est un phénomène qui est ancien, qui a des étapes antérieures. Mais au XXe siècle, c'est devenu un phénomène véritablement global. Donc toute la planète est concernée et tous les pays sont concernés, toutes les activités humaines sont concernées. Il y a probablement aujourd'hui quelques pays comme la Corée du Nord qui essaient de s'extraire de cela, mais les pays qui étaient réticents au départ comme la Cuba ou l'Iran, la Chine est entrée dans le mouvement et donc quasiment la majorité des populations sur la Terre font partie de ces systèmes. Donc dans les années 50, quelle est la caractéristique, pour ne pas aller dans les secteurs que va développer M. Félix, quelle caractéristique donne-t-on à la mondialisation? Elle est déterminée par l'extension géographique des activités économiques et par l'essor des facilités de déplacement et de communication. Donc, à la fois l'économie mondiale, comme un tout petit peu Marx savait penser que ça va atteindre le monde entier, et aussi les technologies de communication faciliteront ces mouvements-là. Alors, certains spécialistes en donnent quelques sources importantes, quelques traits qui distinguent ce phénomène des étapes antérieures. Donc, nous assistons aujourd'hui à quoi? Ça devient le marché, c'est-à-dire le marché capitaliste, est devenu planétaire. Le marché est devenu planétaire grâce à l'influence des firmes multinationales, notamment, qui ont homogénéisé en quelque sorte les relations économiques entre pays, avec des filiales et des quartiers généraux et des rapports entre eux. Libéralisation des échanges. Il y a l'innovation technologique dans les transports, si vous pensez aux avions et aux trains à grande vitesse. Et nous pourrions citer enfin les communications, notamment Internet, GSM, qui finissent par globaliser le monde. Tout ceci, mes amis, pour vous dire, de mon point de vue, que le monde est devenu complexe. Complexe. Comprendre le monde est devenu complexe. Et même comprendre la vie politique interne est devenu aussi très complexe. Je crois que la plupart de nos jeunes dans nos pays, comme on vient de dire, même de nous tous, nous aurons du mal à accepter un dirigeant qui va nous raconter n'importe quoi aujourd'hui. Nous n'allons plus aussi applaudir comme on l'a fait dans le passé, nos parents et nous, des dirigeants qui nous annoncent n'importe quoi. Ça devient compliqué. Ce résultat, des dirigeants qui commencent à nous dire, écoute, je vais un troisième mandat, alors que constitutionnellement, on sait qu'il y a un problème, ça pose un problème. Donc un dirigeant qui veut modifier la Constitution, ça bouge. Tout le monde bouge. Donc ça devient compliqué de pouvoir gérer. On ne peut plus gérer comme à l'époque de Mobutu, on ne peut plus gérer comme à l'époque de Nkrumah, on ne peut plus gérer de la même manière. Il y a une complexité.
pour ne pas parler, m'étendre vite sur cette complexité, j'aimerais simplement que vous gardiez à l'esprit que deux termes qui ont été développés par des chercheurs, des experts, qu'on pourrait qualifier de néolibéraux, que mon collègue vient de soulever ici, deux thèmes qui nous semblent tout à fait normaux aujourd'hui, mais qui ont été développés dans les années 80, et qui traduisent exactement la complexité du monde. Le premier, c'est l'interdépendance des États. Donc on ne peut plus échapper à cette interdépendance. Aucune nation ne peut prétendre développer son pays ou gérer son pays à l'intérieur de ses frontières sans être influencé par ce qui se passe à l'extérieur. Et nous ne pourrions pas, comme on a parlé des Grands Lacs notamment, impossibilité de pouvoir penser par exemple le développement du Congo sans avoir une idée de ce que ça pourrait avoir des effets dans notre frontière, parce qu'il y a des mouvements de population, il y a des intérêts qui sont convergents dans certains domaines, dans l'exploitation. Même le Rwanda ne peut pas espérer un développement important s'il ne tient pas compte peut-être d'un potentiel marché qui pourrait être le Congo-Kinshasa par rapport à ses produits. Et n'en parlons pas de l'Angola ainsi que des autres. Okay? Donc on ne peut pas imaginer un développement beaucoup plus puissant sans tenir compte du voisinage. Donc l'interdépendance des États. L'autre concept qui souvent est confondu, mais qui doit être différencié, c'est le concept qu'on appelle d'intégration, de processus d'intégration régionale. Le processus d'intégration régionale. Alors pourquoi est-ce que ces théoriciens ou ces experts-là néolibéraux ont pensé que c'était inévitable, cela? Ils les expliquent de cette manière. Je prends un de leurs tenants qui est David Mitrani, donc vous aurez probablement les textes après. Et David Mitrani dit: la modernisation de nos sociétés, c'est-à-dire le processus qu'on va industrialiser, moderniser nos sociétés, génère une myriade de problèmes de nature non politique. Donc il n'y a pas simplement la question politique, dont la solution requiert la collaboration des experts des divers pays. Donc si vous prenez par exemple combattre Boko Haram par les pays de la sous-région, c'est d'abord un problème sécuritaire. Mais ce problème-là, il faut que ces pays qui n'avaient pas l'habitude de se parler puissent être obligés de se voir. Ça devient un problème politique, parce qu'il faut traverser la frontière d'un pays pour atteindre les militants de Boko Haram. Ce qui était un problème de souveraineté, il faut aller à l'encontre de cela, au nom de l'efficacité technique, militaire. Donc ça engendre une question politique, une question technique. Et comme c'est une question politique, technique et militaire, sécuritaire, et ça oblige donc les experts de deux pays, les états-majors, à commencer à se parler. Des services de renseignement ont commencé à échanger l'information, ce qui n'est pas le cas parce que c'est une prérogative nationale, la souveraineté nationale, le fait d'avoir des renseignements sensibles sur la protection d'un territoire. Mais il faut le donner aux autres. Et non seulement cela, et comme nous n'avons pas toute l'expertise dans la sous-région, on intègre quoi? Les grandes puissances comme la France, les États-Unis et les autres, qui apportent aussi à la fois des technologies aériennes qui permettent d'observer tout ce qui se passe en bas et de donner l'information. Tout cela est technique, tout cela est complexe. Alors, David Mitrani considère que nous finirons par approfondir cela. On ne peut pas s'arrêter. Ça va être de plus en plus profond et ça va être de plus en plus irréversible. Non seulement ça touchera le domaine comme le technique, sécuritaire, mais tous les domaines. Ça, c'est probablement leur vision que je ne pourrais pas aborder en plus large. Donc la complexité ne peut pas, à mon avis, obliger ou limiter nos populations à donner le pouvoir pendant une durée à quelqu'un qui n'aurait pas au minimum une préparation, une capacité d'analyse, d'information,
une capacité de compréhension des relations entre pays, des évolutions de notre monde, des évolutions technologiques, ça serait quasiment impossible dans notre monde, et de comprendre aussi les rapports des forces d'intérêt économique qui sont en œuvre et qui peuvent paralyser tout projet national de développement. Deux choses que je pourrais souligner, c'est quel est alors l'état, rapidement, comment on peut qualifier l'état de relations internationales aujourd'hui, en rapport avec nos pays d'Afrique. Ça me semble important, pour une raison. C'est que je ne veux pas interpréter le point de vue de Pierre, de M. Diansoukou, qui vient d'en parler ici. Si je suis mon collègue jusqu'au bout, une des solutions serait de rompre avec les systèmes dominants économiques, le capitalisme. De rompre. Et maintenant, la question serait de rompre pour aller vers quel système, quel modèle? Ça, c'est encore une question. Vers quoi? Ça, c'est une question. Très honnêtement, moi, je ne suis pas partisan de la rupture. Je ne suis pas radical dans la rupture. Je considère que le système capitaliste, il est brutal parce que c'est un système de recherche de profit et d'intérêt, ce qui, à mon avis, est tout à fait normal. Qui d'entre vous, et quel est l'État qui n'aurait pas d'intérêt, qui ne rechercherait pas d'intérêt? Quel est, à l'intérieur d'un pays, qui ne pourrait pas... Pourquoi créer une entreprise si vous n'avez pas envie de réaliser de profit? Okay? À mon avis, c'est normal. Pas dans le sens moral, mais je dis, c'est dans la nature même des choses que nous puissions courir vers nos intérêts, recherchant notre profit. Donc, si ce système est brutal, je considère que c'est un système aussi flexible, qui supporte les adaptations. Alors, la crise actuelle du capitalisme, certains considèrent que c'est la fin du capitalisme. Moi, non. Moi, je considère que c'est le départ d'un nouveau cycle. C'est que le capitalisme va trouver les ressources et les possibilités pour passer à une nouvelle étape de son développement. Je le considère comme ça, et j'en veux pour preuve toutes les nouvelles technologies avancées que le monde est en train de préparer. La vitesse, vous avez sans doute entendu que le Japon vient de lancer une des TGV les plus rapides au monde. Hein. La biotechnologie, les nanotechnologies sont des moyens d'avenir qui vont comme avant. Quand on a connu la crise des années 74, le choc pétrolier, le capitalisme a mis en œuvre d'autres technologies, notamment les technologies de l'information qui ont fait la puissance et la richesse des États-Unis actuellement. Et nous aurons d'autres nouvelles technologies, j'en suis pratiquement convaincu, et surtout des technologies vertes qui pourraient arriver bientôt et rapidement, et qui pourraient créer une autre demande. Alors, les spécialistes se sont posé la question dans les années 80, déjà 60. Il y en avait deux camps, notamment parmi les néo-marxistes. Ils se sont dit, est-ce que faut-il sortir du capitalisme? Il y a eu un point de vue, un spécialiste africain, Samir Amin, était totalement pour cette solution-là. Mais il y en a d'autres dans la mouvance, de quelqu'un qui s'appelle Emmanuel Wallerstein, par exemple, un spécialiste américain d'histoire économique. Et avec son équipe, ils ont fait un travail, je n'ai pas aujourd'hui de graphiques pour pouvoir le montrer, peut-être dans l'avenir pour pouvoir le faire. Ils ont regardé, dans les années 60, l'évolution du capitalisme. Notamment, la plupart des transferts des capitaux et des technologies à partir du centre européen et américain vers la périphérie, qu'on dit la périphérie, c'est-à-dire les pays en voie de développement et du tiers-monde.
au nom de la délocalisation. Hein, vous connaissez un peu ces thèmes, délocalisation. Mais en délocalisant leur structure là-bas, qu'est-ce qu'ils arrivent? Ils apportent des capitaux dans ces pays, des technologies. Et la conséquence, c'est que de grands pays, des pays d'Asie, les grands dragons, et même la Chine, l'Inde aujourd'hui, ont pu connaître une industrialisation, un développement fulgurant. 5% l'an depuis plusieurs années, et même en moyenne. Alors, les spécialistes aujourd'hui considèrent que ce processus a permis au moins 1 milliard d'êtres humains qui sont sortis de la pauvreté. C'est un phénomène massif et important dans l'histoire. Est-ce que j'ai encore quelques temps? Oui, parce que normalement, on va lancer le débat. Voilà, donc, si je vais l'écourter rapidement. Donc, ça a permis, alors, le fait qu'il y a eu ce mouvement-là, nous avons une forme de nouvelle division internationale du travail, qui n'est plus la division ancienne qui était matière première d'un côté, le produit manufacturé de l'autre et qu'on nous facturait plus cher. C'était la division ancienne. Mais on a une nouvelle division internationale du travail. Vous avez le pays le plus développé qui continue dans les hautes technologies, le pays nouvellement industrialisé qui sont maintenant des producteurs de produits manufacturés. Les seuls pays qui n'ont pas suivi le mouvement, ce sont les pays d'Afrique notamment, qui sont restés dans la vente de matières premières. C'est une nouvelle division. Alors cette nouvelle division permet quand même aux pays émergents de réduire leur dépendance, pas la totale, mais au moins la dépendance économique vis-à-vis du centre. Parce que nous avons eu l'indépendance de type politique, mais vous savez qu'ils nous ont récupérés sur le plan économique, avec les multinationales pour nous rendre dépendants. Mais cette dépendance a été atténuée avec le pays nouvellement industrialisé. Pensez à tous ces pays comme, par exemple, Singapour, par exemple. Pensez à la Corée du Nord, pas plutôt du Sud. Pensez à tous ces pays comme Taïwan, ainsi de suite. C'était des pays pauvres au même niveau que nous dans les années 60 et les années 70. Mais ces pays, sur le plan économique, ont une indépendance qui est assez acceptable et reconnaissable. Et donc nous, on se retrouve dans une situation plus ou moins compliquée. Alors, pour pouvoir enchaîner avec mon idée, par exemple, pour terminer, donc on peut dire, à l'intérieur de ce système, il y a des marges de manœuvre. Il y a des possibilités. Mais une complexification énorme. Je ne vois pas un dirigeant africain demain qui voudrait vraiment moderniser son pays, ne pas comprendre l'évolution à la fois du capitalisme moderne, mais aussi des technologies qui sont en train de changer beaucoup. Je termine si tu as 2 minutes avec... Maintenant, mes amis, quel est l'universitaire africain, ou l'intellectuel africain, ou même une plateforme africaine qui ont une forte influence sur les dirigeants que nous avons dans nos pays? C'est rare de savoir qui exactement est à l'origine d'influences économiques ou de programmes de nos dirigeants. Je vous ai dit que souvent ils montent au pouvoir dans la précipitation, mais qui influence leurs décisions? C'est une question centrale. Nous savons en Europe, nous savons aux États-Unis et dans le monde en général plus développé, nous pouvons identifier qui influence la décision du président. Nous savons quels sont les économistes qui publient et qui conseillent et qui donnent des idées. Chez nous, nous ne savons pas. C'est une question cruciale pour savoir exactement comment est-ce que nos hommes d'État fonctionnent. Comment ils décident? Pourquoi ils décident comme ça? Qui les influence? Et comme nous ne savons pas, les soupçons les plus importants, et là je rejoins mon collègue, les soupçons, comme nous n'avons pas des centres de recherche nationaux, nous n'avons pas une élite organisée capable d'influencer nos propres dirigeants, leur influence vient de l'extérieur. Par qui? Par des gens qui peuvent financer les politiques de développement. Donc, on est au niveau des institutions de Bretton Woods, c'est-à-dire la Banque mondiale, le Fonds monétaire international,
Donc ce sont eux qui donnent les capitaux, ce sont eux qui influencent aussi la politique de nos pays. Mais par quels moyens le Fonds monétaire international influence la politique des gens? D'où viennent ces idées? Et l'idée ne vient que à partir du moment où l'Europe devient le seul modèle, l'Europe et l'Occident, le modèle de la région du monde qui a vaincu la pauvreté. Parce que le problème pour nous, ce n'est pas de savoir exactement est-ce qu'il y a la pauvreté ou pas. La pauvreté a toujours été le lot de l'humanité. Mais nous devons être d'accord et lucides de reconnaître qu'il y a dans l'humanité une partie des gens, des régions qui ont vaincu la pauvreté. Donc c'est important de savoir pourquoi sont-elles arrivées à ce point. Et peut-être, à partir du moment où la réflexion sera à ce niveau-là, nous allons pouvoir dire quelles sont les conditions pour que nous puissions répliquer le même processus dans nos pays. Les conditions. Pas de façon aussi brutale, mais quelles sont les conditions possibles? Parce qu'il y a un enjeu. Les gens qui réfléchissent sur comment on peut développer les pays et comment ils se sont développés, ce sont elles qui influencent le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Et tour à tour, il y a eu des hypothèses. C'était la géographie qui est à l'origine du développement. On l'a abandonné. C'était la religion. On l'a abandonné. C'était la culture. On l'a abandonné. Les climats, on parlait des climats ou l'histoire. Et la dernière en date, ça c'est de 2010, ce sont les institutions qui seraient à la base du développement. Ça c'est les dernières de recherche aujourd'hui. Et j'ai un livre, plutôt une publication de la coopération au développement qui vient d'apparaître. Quand on parle de la gouvernance mondiale, quand on parle aujourd'hui des institutions, par exemple ici, mieux gouverner c'est égal plus développer. C'est exactement la vision qui est en cours aujourd'hui. C'est-à-dire les institutions, quand je parle des institutions, ne révisez pas cela, les institutions politiques. La capacité à passer des contrats, c'est une institution. La capacité pour un entrepreneur d'être libre, dans une société ouverte, et la société civile d'être libre. Les banques, les systèmes de banques, ce sont des institutions. Et la plupart de ces institutions bancaires sont venues avant l'avènement de l'État. Avant l'avènement de l'État. Les banques sont nées, avant l'avènement de l'État. Ok? Oui. Voilà. Oui, je vois que vous donnez déjà des réponses à des questions qui pourront être posées. Voilà, je vous laisse ça, peut-être au niveau des questions, on pourra... En fait, oui. Peut-être Tierno a un mot. Non, je voulais juste... Je sais que tu m'avais prévenu, mais peut-être que tu as un mot à dire le temps que nous on va lancer le débat. Voilà, c'est pas moi, pourquoi pas. Non, je n'ai pas de question particulière par rapport à l'intervention de monsieur. J'avais une question par rapport à l'intervention de monsieur professeur. Mais je n'ai plus ces questions directement. Et en fait, c'était un peu lié à la question de l'éducation, la place de l'éducation et le fait que l'État ou les institutions qui ne jouent pas le rôle de l'éducation dans la promotion de cette prise de conscience, parce que on est quand même tous d'accord autour de cette table que l'éducation joue quand même un rôle important dans la prise de conscience et le développement au niveau des jeunes, parfois qui sont influencés parce qu'ils n'ont pas la bonne information. Il ne suffit pas d'avoir Internet et la télé seulement pour dire que ça c'est vrai ou ça c'est faux. Donc cette question de l'éducation, je voulais savoir en fait, parce qu'en fait on est bloqué, hein. Les États ne jouent pas leur rôle pour que 100% de la population soit entre guillemets éduquée, scolarisée, puisse lire, distinguer le vrai du faux, faire des recherches. Et le fait que on est passé par plusieurs moyens, soit démocratiques ou parfois de force, pour mettre un gouvernement ou des politiques de façon
démocratique des personnes qui pensent réellement au développement de l'Afrique. Donc on n'est pas arrivé à faire ça, et ces personnes qui sont là ne changent pas la politique de l'éducation, de l'enseignement. Donc en fait on est dans un cercle vicieux. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour soit changer l'un qui va changer le deuxième, en fait. Soit on arrive à éduquer tout le monde et l'éducation devient un facteur pour changer la politique, ou on change la politique qui va s'occuper alors de l'éducation. C'est ça que, donc pour moi, les deux sont en panne aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est très clair, mais je ne demande pas de répondre directement, c'est juste une réflexion que je... Mais vous ne vous êtes pas présenté quand même. Je suis Tiano Babé, je suis de la Guinée-Conakry. Je suis content. Je peux rapidement, peut-être un mot, juste oui, avant que tu partes. En même temps, c'est difficile de ne pas passer par là, parce que là, il y a quand même des interventions c'est difficile de ne pas dire quelques mots sur l'intervention de mon collègue. Il y a un problème sur la façon dont on voit l'histoire de l'Afrique. Je l'ai toujours dit, et je le maintiendrai, sauf si on nous donne des éléments permettant de changer. L'histoire de notre continent n'est pas le passé des pays actuellement développés. Si vous voulez chercher dans ce que les pays actuellement développés ont fait pour avoir des éléments nous permettant de sortir du bourbier dans lequel nous nous trouvons, vous allez vous casser les dents. Parce que si vous regardez l'histoire passée de l'Europe, des États-Unis, ils ont eu des populations qui sont venues en esclavage, ils ont eu des colonies, ils ont eu des semi-colonies, ils ont eu des néocolonies. Je ne sais pas où est-ce que nous allons les trouver, nous. Hein? Que je sache, le monde n'a pas d'autres parties qui n'ont pas encore été occupées. Et donc, si on croit à tort que il faudrait qu'on regarde comment des régions de l'Europe ont vaincu la pauvreté pour nous en inspirer, je dis, vous n'aurez pas de solution, puisque notre présent n'est pas le passé européen. Ça, c'est une première chose. Maintenant, pour venir exactement à ta question, et c'est pour ça que moi, je pose la question de la rupture avec les institutions, les structures qui maintiennent notre continent dans une situation de drainage de flux vers les pays actuellement développés. Et quand vous regardez, j'ai cité tout à l'heure l'exemple de Flobeck dans les années 84, entre les pays africains et les centres, donc le pays européen et les États-Unis, c'est que les richesses partent de nos pays vers l'Europe. La grande différence entre, puisque si on veut encore s'inspirer du passé européen, je veux bien, mais quelle est la grande différence entre les dirigeants européens et les nôtres? Les dirigeants européens vont piller les richesses d'ailleurs pour les ramener chez eux. Nos dirigeants pillent les richesses de nos pays avec la complicité du capital international pour les faire sortir de nos pays. Et donc nos dirigeants sont des individus qui participent à l'appauvrissement du continent, à la différence des dirigeants européens qui, eux, avec la complicité des capitaux qu'ils servent, ramènent de richesses chez eux. Donc c'est vraiment des situations tout à fait différentes. L'éducation est fondamentale. Mais un État qui consacre à peine une part négligeable de son budget à l'éducation, du fait qu'il y a le fardeau de la dette, du fait que ce pays est soumis au dictat du Fonds monétaire international, dictat dans lequel le social passe au second plan. D'ailleurs, là, ce n'est pas uniquement l'Afrique.
Regardez ce qui se passe en Grèce. Regardez la politique de la Troïka en Grèce. Il y a un document d'Arte qui est extraordinaire à ce niveau-là, où on voit le comportement des fonctionnaires de la Troïka par rapport aux ministres grecs, par rapport aux ministres portugais. Et quand j'ai vu ce document, je me suis dit, mais si ces gens se comportent de la sorte à l'égard des ministres portugais et grecs, alors que font-ils avec les autres? Qu'est-ce qu'ils font avec les autres? Vous serez sidérés de voir le mépris qu'ils témoignent à l'égard des ministres grecs et portugais. Et donc je me dis, ou bien nous trouvons normal de continuer à vivre dans le mépris, ou on se dit, pour sortir d'une situation, il me semble qu'il faut d'abord s'interroger sur les causes. Si vous ne voulez pas, si vous refusez de toucher aux causes, je pense que là, vous allez au-devant de la non-résolution du problème auquel vous êtes confronté. Tout problème, avant d'en envisager quelque peu une solution, est à analyser. Il faut voir les causes du problème. Il faut voir qu'est-ce qui empêche qu'on sorte de la situation dans laquelle on est. Et je pense que, c'est vrai, tu dis, le système capitaliste va trouver de nouvelles ressources pour surmonter sa crise. Sauf qu'il ne faut pas oublier que le système capitaliste, confronté à une crise, effectivement, il n'a point, il ne tombe pas dans l'impasse. L'impasse de ce système vient des populations qui, à un moment donné, se disent « stop, stop, on ne peut pas continuer comme cela ». Quand vous regardez la décomposition de nos sociétés, quand on voit, pour reprendre ce qui se passe à l'est du pays, où j'ai dit que si le soubassement de la crise à l'est du pays, c'est quoi? Vous avez des petites milices, des milices congolaises, qui ont comme objectif de se soumettre une partie des créateurs, comme on les appelle, pour que eux traficotent les matières premières qui font exploiter par les populations, par des jeunes qui s'enlèvent à gauche, à droite. Et donc vous avez une imbrication des intérêts entre... On va juste libérer Tierno parce qu'il a un autre programme. Donc je crois qu'il y aura un mot par rapport à l'éducation éventuellement. Ouais, parce qu'en fait il a un programme. Il a fait... 5 minutes. Bon, je vais juste terminer. Donc je reviens à l'éducation. Vous avez tous suivi, je crois, la célébration de ce que les gens appellent, à tort, le premier génocide du XXe siècle. Le génocide arménien. Mais ce n'est pas le premier génocide du XXe siècle. Le premier génocide du XXe siècle, c'est le génocide des Héréros, dans l'actuelle Namibie, commis de nouveau par les Allemands. Les premiers camps de concentration du XXe siècle, c'était là-bas. Et donc, l'appropriation de sa propre histoire est fondamentale pour pouvoir envisager l'avenir. Si notre passé nous demeure inconnu, nous ne pouvons pas envisager l'avenir sur des bases saines. Je suis d'accord avec la vision, ça c'est beaucoup plus philosophique et important par rapport à ça. Mais moi je te répondrai sur le plan technique, l'éducation comme structure pour former la population et tout. Vous ne pouvez pas avoir une éducation nationale stable si vous n'avez pas des moyens pour pouvoir le faire, couvrir tous les territoires, pour la richesse. Parce que l'éducation en elle-même ne crée pas de richesse, elle forme des gens qui vont créer de la richesse. Donc il faut absolument qu'il y ait des transferts importants. Par exemple en France, le premier poste de budget, c'est l'éducation. Donc c'est important et ça prépare l'avenir. Et d'où viendra l'argent, c'est encore une autre question importante. C'est pour cela que je me distingue un peu de mon collègue en disant le capitalisme est un des systèmes qui crée énormément de richesses. Mais la répartition, c'est là la question.
autre chose. Ouais, parce que ça crée des richesses, mais ça ne profite pas. Voilà. Donc il faut un leader. Voilà, il faut à la fois la population éduquée et tout. Mais maintenant, cher ami, l'éducation, comment envisager l'éducation si vous n'avez pas en amont de la recherche? Sinon, ça sera comme chez nous, le système d'éducation qu'on a aujourd'hui date de ce que nous avons copié chez les Belges et les Français des années 40-60, qui ne s'adaptent pas. Or, le monde s'adapte, évolue, est dynamique. Et donc, derrière, il y a le système de recherche. Et donc, s'il y a la recherche d'un côté, entre la recherche, il y a des hommes comme nous, c'est-à-dire qui sont capables de s'approprier cette recherche et de former des citoyens, et donc, avec le financement de cette recherche aussi, ça permet d'alimenter, à la fois des livres, d'écrire, d'actualiser, de former, comme vous avez dit. Donc, il y a la complexité même du système qui ne demande pas que nous puissions avoir tout simplement des envolées du type, voilà, pourquoi est-ce que nous ne donnons pas d'argent pour l'éducation? Nous n'avons pas. Ou nous devons l'avoir quelque part. Mais la question se pose. C'est extrêmement technique. C'est aussi des infrastructures qu'il faut avoir. Il ne faut pas simplement que les enfants puissent gober une pédagogie qui est dépassée. Il faut une pédagogie qui est adaptée à leur monde, par exemple. Hein? Voilà. Tout ça, ça demande des formations, c'est beaucoup de choses à faire. Donc vous comprenez les enjeux. Donc voilà. Donc nous allons ouvrir les débats. Je veux juste à nouveau dire quelque chose avant qu'il parle. Nous risquons de débattre le dernier. Je crois qu'il faut situer le problème de l'éducation dans une dynamique historique. Je prends le cas de Congo-Kinshasa. Avant que Mobutu n'arrive au pouvoir, il y avait ce qu'on appelait la démocratisation de post-culture. Tout enfant qui terminait l'école secondaire avait automatiquement une bourse du gouvernement. Il se fait que le milieu étudiant était contestataire. Quand Mobutu accède au pouvoir, le premier avec qui il va avoir des affrontements, ce sont les étudiants. Et donc, il va y avoir une politique consciente de couper les pieds au système d'enseignement afin de réduire cette contestation qui se développait en milieu étudiant. Et ce phénomène, on va le retrouver partout sur le continent. Quand on prend par exemple ce qui se développe dans les pays comme la Tunisie, le Maroc, en partie aussi, dans les années 70, le pouvoir tunisien va permettre à ceux qui se développent le courant islamiste pour faire face à la contestation de l'extrême gauche. Donc vous voyez jusqu'où les choses peuvent aller à ce niveau-là. Enfin, je laisse continuer. Donc nous allons ouvrir le débat. Mais j'espère que ce sera une prochaine fois. Oui, c'est pas la dernière fois. Prochainement, on va retourner à l'IFCA du Parlement où on a toujours la main tendue. Merci. Merci. Voilà. Donc nous allons procéder de cette manière. On va écouter tout le monde. Et s'il y a des questions, on aura des réponses après. Comme ça, on permet à tout le monde de s'exprimer parce qu'il y a un troisième sous-thème qui sera développé par M. Félix. Et on approche lentement, mais vers la... Heureusement qu'il y a une absence dans les intervenants. Et heureusement qu'il y a une... Voilà. Donc, nous allons donner la parole à tout le monde. Celui qui a un mot à dire, une préoccupation. C'est plutôt encore une préoccupation. J'essaie déjà d'avoir... J'essaie d'avoir... Vous êtes encore là. Je voudrais qu'il y ait des questions. D'accord. J'essaie déjà d'avoir une réponse donc, à la question du thème d'aujourd'hui. Quel profil blanc par rapport à ce qui a été déjà exposé. Et je suis entre deux choix.
est-ce que les profils pour cet homme qui devra diriger notre pays dans les années à venir, est-ce que ce serait un homme de la rupture ou un homme de la continuité? Par rapport aux deux exposés qui viennent d'être faits, j'ai plutôt tendance, moi, en ce qui me concerne, qu'il faudra oser une certaine rupture, mais pas totalement, parce qu'il faut voir aussi, parce que moi j'ai dit, quand je prends l'exemple de nos chefs d'État qui arrivent, ils ont tendance à tout gommer, à proposer autre chose, alors que, je prends le cas du Congo par exemple. Kabila vient au pouvoir, c'est vrai que Mobutu avec ses 37 ans de pouvoir, il a tellement fait, les bilans est tellement médiocre qu'on oublie parfois qu'au début, il y avait quand même des bonnes choses au début. Il y avait un bon programme au début, malheureusement, ça n'a pas été appliqué jusqu'au bout. Donc en ce sens, je dis, il faudrait poser une rupture parce qu'il faut voir l'état actuel de notre continent. Tout ce qu'on a essayé d'appliquer comme politique, à mon avis, n'a pas marché, parce que quand on voit l'Afrique entière, c'est vraiment un échec total. Et qu'est-ce qui nous a été proposé depuis? C'est tous ces courants-là, le capitalisme, et tout ça. C'est-à-dire qu'on a toujours essayé de copier des choses qui nous sont venues de l'extérieur. J'ai suivi il y a quelques années un analyste congolais qui travaille aux Nations Unies, qui disait que l'horreur de notre pays, c'est d'avoir importé le système de la démocratie européenne pour importer chez nous. Alors que cette démocratie ne colle pas, n'a jamais collé et ne collera peut-être jamais à notre culture. Lui, il a essayé, en fait, dans son analyse, dans son travail, il a essayé d'aller voir ce que faisaient nos ancêtres. Parce que quand le colonisateur est arrivé, c'est vrai qu'on nous raconte qu'il a trouvé n'importe quoi, mais alors qu'il a trouvé des royaumes qui existaient. Nous avions des royaumes, des empires qui existaient. Et ces hommes s'organisaient à leur manière, et c'était assez formidable. Malheureusement, cette part de notre histoire, on ne la connaît pas. Alors il y a eu comme une coupure, comme ça, une rupture, et on nous a, tous nos dirigeants, on va dire le lendemain de nos indépendances, on a essayé de copier la démocratie européenne. Et on a vu ce que ça donnait sur le continent. Des guerres, des pétitions, des coups d'État, et jusqu'à présent. Alors lui, il a essayé de réfléchir un peu à ce qui se faisait avant. Et il a trouvé des choses assez formidables. Là, au moins, ça a un rapport avec notre culture. Il a dit, ben, on ne va pas au jour d'aujourd'hui gouverner en ancien temps, mais il y a moyen d'aller puiser quelque chose dans ce qui se faisait dans nos royaumes, dans nos empires, et essayer de les moderniser compte tenu de l'évolution, de la mondialisation, de la globalisation. Mais on a trouvé quelque chose qui serait vraiment en rapport avec notre culture. Et je ne sais pas si, dans vos travaux, dans vos recherches, ou bien si il vous arrive par malheureusement, l'intervenant de France n'est pas venu, M. Patrick Dion. En fait, lui, il a travaillé sur une politique, selon lui, de développement qui est vraiment intéressant pour l'Afrique. S'il était là, il allait essayer un peu de donner un petit résumé et on allait lancer une prochaine conférence. Non, ce ne serait pas pour le débat, mais très prochainement, on va convoquer une conférence, mais on aura comme seul thème du jour les développements selon M. Dion, qui lui, il considère les systèmes kimorgistes pour lui, ça c'est vraiment pour lui, et il a des éléments, c'est un professeur d'université aussi, en France, à Paris, et il a vraiment des éléments qui pour lui c'est la méthode la plus simple et la plus correcte pour que l'Afrique change de direction. Mais malheureusement, il n'est pas là, donc on verra si on fixe un rendez-vous. On va convoquer une conférence, mais ce sera lui l'intervenant. Voilà, tout le monde posera toutes sortes de questions pour voir est-ce vrai ou faux. Il faut quand même On peut répondre à sa question. Absolument. On a un exemple. On
on a été chercher dans nos traditions comment on réglait les différends dans le passé. C'est ce qu'on appelle les tribunaux gacha. On a appliqué ça, ce qui s'est passé en 1954, le génocide. Moi, mon intime conviction, c'est que les solutions du passé, parfois, n'ont rien à voir avec les problèmes actuels. Parce que ce système-là qui existait chez nous et qui résolvait les problèmes, c'est très difficile de l'appliquer aujourd'hui. Et a priori, sur les crimes comme le génocide. Ça a été la catastrophe. Qui probablement n'existaient pas. Voilà. Ça, c'est un exemple très récent. On a été chercher dans le passé, dans notre histoire, dans notre culture, pour l'appliquer à un problème qui s'est posé à partir de 1994. Alors moi, enfin, c'est pas moi, mais les spécialistes en termes juridiques disent que c'est un fiasco. Parce qu'on m'a jugé quelqu'un par les paysans, parfois qui ne savent même pas lire et écrire, mais parce qu'on les considère comme des gens sages, face à un problème de génocide. Ça, c'est un problème. Alors, déjà, les standards internationaux ne sont pas remplis parce que vous n'avez pas d'avocat, vous n'avez pas quelqu'un pour vous défendre. Vous êtes seul devant 30 personnes qui sont là et qui vous jugent à perpétuité. Et c'est ça encore le drame. Donc, ça a été un échec total. Mais c'est peut-être une caricature de nos tribunaux ancestraux. Oui. Je ne pense pas que ça se faisait aussi déjà quand on va chercher un paysan. Il n'est pas dit que ce paysan-là est spécialiste dans nos sociétés ancestrales. Je pense bien que les gens qui se disaient juges avaient une certaine autorité et compétence dans les... Non, en choisissant les gens, c'est quasiment la même procédure que dans le passé. Évidemment, la seule chose auquel les gens n'ont pas pensé, c'est que ces problèmes-là, à l'époque-là, c'était quoi? C'était quelqu'un qui a lâché sa vache, qui a été monté dans le champ de quelqu'un. Je dirais que c'était des problèmes vraiment facilement compréhensibles. Et maintenant, si tu veux appliquer ça sur un problème de génocide, dont les implications dépassent même le mandat, pour les petits paysans, même pour quelqu'un qui a fait des études, si tu as fait la sociologie, je ne pense pas que tu es vraiment apte à aller juger quelqu'un par rapport à un crime de génocide. Moi, je doute fort. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je dis qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Je ne jette pas. Parce que nos sociétés, moi je suis d'origine Bakongo et j'ai beaucoup de respect pour les tribunaux, les Kinzonzi qui se faisaient chez nous. Non, je ne jette pas le bébé avec l'eau, mais c'était tout simplement montrer comment il faut faire attention quand on va chercher des solutions qu'on appliquait dans le passé, les appliquer sur un contexte actuel qui a tellement changé, qui est très complexe, que ce n'est pas si facile. Justement, je voudrais moi j'ai bien compris la je voudrais dire quelque chose à ce niveau. Moi je suis Serge, je suis Camerounais. Et le Cameroun compte plus de 250 ethnies. Et nos sociétés s'étaient d'abord organisées au niveau des chefferies et chaque chef essayait de résoudre le problème avec sa société. Et ce n'était pas tellement, il y a un bon côté qu'on pouvait considérer aujourd'hui et un autre qu'on pouvait délaisser avec l'évolution de la population. N'oublions pas que l'Afrique a subi plus de 2 siècles d'esclavage. Si bien qu'on a perdu certaines valeurs qu'on pouvait aussi révolutionner. Donc, ce qui fait que parfois, quand on s'en va chercher, il faut aussi tomber dans des gens qui connaissent bien les sources, les valeurs ancestrales. Parce que l'ancêtre, à l'époque, il avait l'amour des hommes. C'est ça qu'il basait sa sagesse, l'amour des hommes. Pour lui, avoir plusieurs hommes, ça faisait une richesse et ne voyait pas, parce qu'il fallait se défendre et ainsi de suite en cas de menace. Bon, ce que je constate, c'est que les chefferies étaient organisées de telle manière que, par exemple, au Cameroun, tel que ça s'organise chez les Bamileke, ce n'est pas de la même façon chez nous, les Bantous, les petits au centre, ce n'est pas forcément de la même façon. Bien sûr qu'il y a quelques dérapages, quelques crèques qui disent du n'importe quoi, mais on voulait
une certaine rationalité, une certaine équité. Et un chef, c'est celui-là qui pouvait parler aux gens, les convaincre. Et un chef, on cherchait beaucoup plus celui qui était honnête, parce qu'on voulait l'honnêteté. Et le chef ne prenait pas les décisions comme ça. Il y avait des témoignages. Tout autour, quand quelqu'un a voulu une chèvre, il fallait. Et puis, la société était quand même bien organisée. Donc, moi, je dis que à ce niveau-ci, il n'y a pas lieu de chasser ça d'un revers de la main. C'est important. Parce qu'il y a quelque chose qu'on a certainement oublié à ce niveau. Demandons-nous pourquoi nos parents ne connaissaient pas trop de famille. Mais ils réussissaient à faire des économies. Ils vivaient déjà, ils faisaient déjà l'économie. Et avec ça, ils s'en sortaient. Du moment où il fallait arrêter les gens, et beaucoup fuyaient leur maison, ils vivaient toute une vie en brousse, tu oubliais ta femme et tu abandonnais ta femme et tes enfants. Ça devenait difficile. Si bien qu'il n'y a pas eu cette transmission de ce savoir ancestral. Oui, pour la génération future, il y a eu des ruptures. Donc, si bien que beaucoup, on ne connaît même pas notre histoire. Ça, c'est une vérité. C'est très important. Oui. Donc, il y a monsieur qui voulait aussi intervenir. Je ne sais pas si c'était une... mais il faut s'assurer que notre ami a bien reçu sa réponse ou bien... Parce non, mais moi je crois que la préoccupation de M. Serge n'est pas seulement d'avoir une réponse tout de suite. Mais il a posé une question. Est-ce que dans des recherches que les Africains font, est-ce qu'on a aussi comme préoccupation de voir que c'est servir de ce que nous ont apporté les Européens, nous ont poussé, nous ont amenés à la situation que nous vivons aujourd'hui. Voilà. Est-ce qu'il y a moyen de faire une autre chose, de considérer d'autres valeurs, d'autres... voilà. Et donc il y a une autre démarche. Je peux juste ajouter. Voilà. Ouais. Moi, je pense que la connaissance de notre histoire est fondamentale. Tout à fait. Fondamentale. Vous savez, quand nos ancêtres parlent d'Égypte pharaonique, parce que contrairement à toutes les gesticulations de l'époque moderne qui essayent de blanchir les anciens Égyptiens étaient des nègres. Hein? Et c'est eux qui ont appris les mathématiques aux Grecs. Ouais. Pythagore, à qui on attribue le fameux théorème, mais ce théorème n'est pas de lui. Il était connu des anciens Égyptiens 2000 ans avant la naissance de Pythagore. Pythagore a été étudié en Égypte pendant 22 ans. Archimède a été étudié en Égypte. Beaucoup de savants grecs de l'époque ont fait la route de la vallée du Nil, puisque la vallée du Nil, à l'époque, représentait ce qui, pour le moment, représente les États-Unis ou l'Europe par rapport au reste. Donc, il est important que vous sachiez que, les mathématiques, bon, ici, il y a les Congolais du Congo-Kinshasa, vous pouvez aller au musée des sciences naturelles ici pour visiter ce qu'on appelle l'os Ishango. Ishango, ce fameux os-là, a des caractéristiques mathématiques, des symboles mathématiques qui étaient connus 22 000 ans avant le présent. Il y a encore des recherches toutes récentes qui montrent, puisque pendant longtemps, les Occidentaux ont prétendu que l'Homo sapiens sapiens sort du continent africain 40 000 ans avant le présent, et la révolution scientifique n'aura lieu que 20 000 ans avant le présent, avec notamment le légoderne. Or, la fameuse technique de la taille de pierre, c'est une technique spéciale qu'on a retrouvée dans le sud de la France, 20 000 ans avant le présent. Cette technique-là était connue en Afrique du Sud, dans le Creux du Blombos, 75 000 ans avant le présent. Donc il faut reculer de 50 000 ans la période qu'on prétendait être le moment où cette technique a été mise en place, développée par les légodernes. Donc il y a encore plein d'autres exemples que je pourrais citer. Il est important, je pense, que nous nous approprions notre passé. Autant, comme le disait Cheikh Anta Diop, autant pour la civilisation judéo-chrétienne
se référer à la Grèce antique est fondamental, autant pour nous retourner dans la vallée du Nil, savoir ce que nos ancêtres de l'Égypte pharaonique ont fait, parce que c'est la civilisation judéo-chrétienne, elle vient de nous. Voilà, la fameuse démocratie, quand les gens disent oui, la démocratie est étrangère à l'Afrique, c'est faux. Puisque c'est de chez nous que tout ça vient pour arriver en Grèce. Et là, je vous conseille un livre qui est quand même très important, c'est Civilisation ou barbarie des Charentes. Voilà. Monsieur Pierre, c'est vraiment... si on reste là, on ne va pas évoluer. C'est vrai, on évolue, disons, mais on ne va pas terminer le cahier de charge qui est jusque-là. Voilà. Donc, voilà pourquoi nous avons pensé développer un concept qu'on a appelé Pensons Bercail. En fait, on doit vraiment retourner... Voilà. Je donne la parole à monsieur qui va d'abord se présenter et puis... Ok, voilà, en fait c'est Benjamin Nabi. Ah oui, c'est monsieur Nabi. Voilà, je suis originaire du Burkina Faso et je remercie en fait les intervenants. Et, en fait, moi, là où je suis un peu préoccupé, c'est parce que il y a effectivement des éminences prises africaines, mais en fait, quand nous essayons d'analyser, même si ces éminences-là arrivent à enseigner nos valeurs africaines, il faut que nous puissions pouvoir utiliser vraiment cela pour pouvoir l'appliquer dans la vie et développer l'Afrique. Même si toutes les théories viennent de l'Afrique, et si aujourd'hui d'autres personnes viennent l'approprier et venir développer leur pays, et nous restons sur place, je pense qu'il y a un problème. Donc, c'est là où, bon, je ne vais pas trop m'étaler contre le temps, mais seulement ce que je voulais aussi dire, peut-être qu'on va développer ça dans les thèmes suivants, c'est qu'il y ait forcément en fait des leaders africains qui sont dénués de tout sens d'intérêt, qui veulent réellement le développement de l'Afrique, qui peuvent se lever pour constituer vraiment un mouvement ici en Europe. Comme vous l'avez dit, parce que nous avons vraiment beaucoup plus de facilité ici par les moyens technologiques et transport pour pouvoir nous retrouver. Donc, il est important qu'il y ait ce leadership-là ici. Sinon, c'est bien, nous pouvons faire des conférences, 1000 conférences, et chacun ira meubler en tout cas sa bibliothèque à la maison, mais ça n'apportera pas de choses concrètes. Bon, donc, je vais m'arrêter là parce qu'il y a encore d'autres thèmes. Très important. Il y a encore d'autres... J'aimerais plutôt que le troisième intervenant intervienne, comme ça... Parce qu'en fait, M. Zola a donné déjà beaucoup d'informations qu'il n'y a pas beaucoup de questions. Non, mais moi j'avais des questions pour lui, mais bon, compte tenu du temps, sinon, je ne sais pas, j'avais une question pour lui, parce qu'il avait parlé du soutien des États européens. Par exemple, lorsqu'il y a des problèmes, genre Boko Haram, où les Européens viennent intervenir pour nous apporter un appui avec des informations. À ce niveau, en fait, je dis que enfin, j'ai bien compris ce qu'il a voulu dire, mais est-ce que vous ne trouvez pas que lorsque les Européens viennent, par exemple, avec leurs moyens technologiques pour aider l'Afrique, est-ce qu'ils utilisent réellement ces informations? Est-ce qu'ils mettent ces informations à la disposition des Africains? Est-ce que ce n'est pas pour leur intérêt personnel? Pourquoi? Parce que je vois aujourd'hui que lorsque il y a eu Boko Haram avait attrapé
les filles, tout le monde, même Michelle Obama avait dit ouais, il faut que nos filles rentrent à la maison. Et tous les États occidentaux se sont émus et ils ont promis vraiment aider pour réduire, pour en tout cas détruire Boko Haram. Et c'est pendant ce temps que Boko Haram a prospéré. Est-ce que, donc, je m'interroge. Voilà, c'est assez une réponse rapide. Cher ami, je serais naïf si je te dis qu'ils ne viennent que pour notre intérêt. Je crois que les étudiants savent qu'une des premières choses que j'ai dit aux étudiants quand je démarre un des cours que je donne notamment à l'IFCAR, l'intérêt dans l'optique d'un État c'est quelque chose de normal. Chaque État est constitué dans le but de pouvoir défendre ses propres intérêts. Et donc il faut que nous considérons ça comme normal. Si un Français vient en Afrique, il vient pour ses intérêts. Maintenant la question c'est, quels sont vos intérêts à vous? Est-ce que nous connaissons nos intérêts? Alors, il y a un deal dans les intérêts. Soit, dans les deals, moi j'ai des intérêts, il a des intérêts. La négociation s'engage selon les rapports de force qui existent. Si jamais vous considérez qu'une partie de votre intérêt peut être respectée dans ces deals-là, et que ça vous convient, vous acceptez les deals tout en disant vous prenez 60%, nous prenons 40%, ou 80 à 20%. Mais si vous pensez que ça ne correspond pas, il y a un problème. Par exemple, j'en terminerai là, les diplomates internationaux, dans le conflit des Grands Lacs notamment, ne cessent de dire, par exemple concernant le Congo-Kinshasa et le Rwanda, que nous connaissons ce que pense le roi. Nous savons exactement ce que pense Kagame. Mais quand nous discutons avec les officiels congolais, par exemple, nous ne savons pas exactement ce qu'ils veulent. Nous ne savons pas exactement. Donc on n'arrive pas à formuler correctement, on n'arrive plus à exprimer correctement. Les intérêts doivent être normaux pour nous. Donc il ne faut pas qu'on considère que la France arrive, l'Amérique arrive pour notre bien. Ils arrivent aussi pour leur intérêt. Mais eux, ils jouent, voilà, si on peut réaliser le vôtre et en accomplissant le nôtre, nous pourrions travailler. Alors, vous êtes d'accord ou pas? Voilà, décidez à ce moment-là. Ok? C'est important. Sauf qu'il faudrait ajouter ceci de très important. Moi, je dirais, ils viennent d'abord pour leur... Mais c'est normal, Pierre, c'est normal. Oui. Si vous devez venir en Europe, vous viendrez pour vos intérêts d'abord. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait légitime. Pour vaincre un peu de l'eau dans parce que... Attends, il y a... Mais on n'a plus que 5 minutes. C'est 5 minutes parce qu'on va attaquer le dernier. Je dis ça parce que je pense que là où nous divergeons, toi et moi, c'est que tu sembles attribuer trop d'importance à ce que moi je pourrais appeler les technocrates. Les technocrates n'ont pas l'importance que tu leur attribues, dans la mesure où et en plus, chose très importante, c'est que quand tu parles des techniciens, on croirait que ces gens n'ont pas, par rapport aux différents intérêts qui se mettent en bagarre, n'ont pas un camp choisi. Non, ils ont un camp. Quand tu prends tous ces technocrates de la Commission européenne, par exemple, c'est des gens imbibés du néolibéralisme. Ces gens-là, quand ils vont négocier, actuellement il y a ces fameuses négociations du traité transatlantique, on sait que les négociations ont lieu dans le... C'est vraiment dans
je ne veux pas dire dans le noir, puisque j'ai horreur de ça. J'ai horreur de ça. Comme je l'ai dit souvent à mes étudiants, c'est que il est quand même triste que notre couleur soit identifiée la plupart du temps avec alors qu'on n'est pas noir. Donc, non, même pas ça. On va dire travail en noir. J'ai des idées noires. Tout ce qui est pas bon, mais on n'est pas noir aussi. C'est ce que je dis à tu n'es pas noir. Est-ce que tu vois le noir et moi? Est-ce qu'il y a une différence ou pas? On n'est pas noir. Je ne sais pas. Mais voilà. Et donc, tout ce qui ne va pas, c'est le noir. Et donc, je me dis, et il y a 2 jours, j'avais suivi sur la FTD, non, il y a je crois 3 ou 4 jours, des remous chez les parlementaires américains, dû au fait que certaines injonctions seraient venues des multinationales japonaises sur Obama. Et donc, faire en sorte que, finalement, dans le cadre de ce qu'on appelle la mondialisation, les États, avec les tribunaux qui veulent instituer, qui existent déjà pour certains pays, les États n'ont plus la possibilité de décider de quel type de politique ils peuvent mettre en place. Les États n'ont plus la possibilité de dire telle entreprise peut avoir des conséquences néfastes sur telle partie de mon territoire, donc je n'accepte pas que tu viennes t'installer chez moi, ou alors je t'impose cela pour préserver la nature. La multinationale peut intenter un procès contre cet État et la multinationale le gagnera. Oui, mais chez nous, merci un système comme celui-là. Voilà. Donc, ceci dit, nous allons passer directement au 3e sujet parce que ça répond. Oui. Monsieur Félix, je vous invite à passer. Parce que Monsieur Félix, son sujet, essaie aussi de toucher un certain. Il parle un peu de la globalisation, du développement local et la bonne gouvernance. Donc, on ouvrira finalement les débats une fois pour toutes. Je ne pense pas que ça prendra au bout des temps à exposer pour que les débats soient un peu salés. Non, ça c'est de l'eau. Je vais pouvoir faire une tête.